par une cacophonie bien précise montant de la cuisine de ma maison bourgeoise à Saint-Germain-en-Laye, il y avait habituellement le broyage agressif des grains de café, le cliquetis des lourdes tasses en céramique contre le plan de travail en granit et le ton perçant de la voix d'Inès se plaignant à mon fils Maxime de tout, de l'humidité parisienne au manque de lait d'amande, mais aujourd'hui, à 6h45, l'air était stagnant, il semblait mort et je restais allongé dans mon lit à fixer le plafond où une auréole d'humidité réparée il y a 10 ans avait été repeinte, sentant un frisson d'inquiétude parcourir mon échine. C'était l'instinct d'une mère ou peut-être celui d'une femme qui avait vécu assez longtemps pour savoir quand l'atmosphère de son propre sanctuaire avait basculé. Alors j'ai repoussé la lourde couette en duvet et j'ai posé mes pieds sur le parquet en chêne froid, j'ai attrapé mon peignoir en soie, celui que mon défunt mari Antoine m'avait acheté à Kyoto il y a 30 ans, et je l'ai serré fort autour de ma taille comme si c'était une armure. J'ai marché dans le couloir et la sensation d'anomalie s'est intensifiée car le chemin de table, une pièce vintage en soie persane qui était dans la famille d'Antoine depuis des générations, avait disparu, laissant les lattes du parquet nues, exposées et vulnérables. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge et j'ai accéléré le pas, descendant l'escalier avec un sentiment croissant d'effroi, ma main agrippant la rampe jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, et quand j'ai atteint le palier, j'ai regardé dans le salon et mes genoux ont failli lâcher car tout avait disparu, le piano à queue Pleyel de 1920 sur lequel j'avais appris à jouer à Maxime quand ses pieds n'atteignaient même pas les pédales étaient partis, les profonds canapés en velours où Antoine et moi avions accueilli nos fêtes de Noël pendant 20 ans étaient partis, les bibliothèques du sol au plafond qui contenaient des éditions originales de la Pléiade et toute notre collection de littérature avaient été mises à nu, ne laissant que les contours fantomatiques de la poussière là où les livres reposaient. La pièce résonnait, elle n'était pas seulement vide, elle avait été désossée, elle ressemblait à la carcasse d'une maison nettoyée par des vautours. J'ai couru vers la salle à manger, mon cœur martelant un rythme effréné contre mes côtes comme un oiseau piégé, la table en acajou, les 12 chaises assorties avec les coussins en petits points que j'avais brodés moi-même, le lustre en cristal de baccarat qui était accroché là depuis la construction de la maison dans les années 40, tout s'était volatilisé, j'ai commencé à hyperventiler, une panique froide et aiguë m'a griffé la gorge et j'ai sprinté à l'étage, passant devant ma propre chambre pour ouvrir à la volée la porte de la suite d'amis où Maxime et Inès vivaient sans payer de loyer depuis 24 mois, la chambre était immaculée, le lit était fait au carré, la porte du dressing était ouverte révélant le vide, pas de vêtements, pas de valise, pas de fouillis de maquillage d'Inès ni l'équipement photo coûteux de Maxime, ils n'étaient pas seulement partis, ils avaient évacué les lieux. J'ai couru vers ma chambre, tombant à genoux devant le dressing où je gardais le petit coffre-fort ignifugé caché derrière une rangée de manteaux d'hiver. La porte du coffre était entr'ouverte, je n'avais pas besoin de regarder à l'intérieur pour savoir mais je l'ai fait quand même. L'argent de secours, près de 7 000 € que je gardais pour les crises, avait disparu. La broche en diamant de ma grand-mère, celle que je comptais transmettre comme héritage familial, avait disparu. Mon passeport était là, Dieu merci, mais tout ce qui avait une valeur liquide avait été siphonné. J'ai saisi mon téléphone sur la table de chevet, mes doigts tremblant si violemment que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. J'ai composé le numéro de Maxime, messagerie directe, j'ai recomposé encore et encore en faisant les 100 pas dans le couloir vide, l'écho de mes propres pas se moquant de moi, et à la 7e tentative la ligne s'est connectée, il y a eu un crépitement statique suivi par le bruit du vent et une musique électronique entraînante au loin. Puis la voix de mon fils a dit « Maman », il avait l'air détendu, décontracté, comme si nous discutions de la météo. « Maxime », ai-je étouffé, ma voix semblant étrangère, perçante et terrifiée, « où es-tu » ? La maison, tout a disparu, les meubles, le piano, avons-nous été cambriolés Maxime ? Je suis sur le point d'appeler la police, il y a eu une pause, une hésitation qui a duré une seconde de trop, puis j'ai entendu la voix d'Inès en arrière-plan, un rire moqueur distinct qui m'a transpercé. Au salut Madeleine, Maxime a dit, son ton passant de décontracté à dédaigneux, n'appelle pas les flics, on n'a pas été cambriolé, on a juste fait du tri, on a vendu des trucs, le sol a semblé s'incliner sous mes pieds, j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas glisser, vous avez vendu mes affaires, ai-je chuchoté, la réalité s'écrasant sur moi. Maxime, c'était ma maison, c'était le piano de ton père, la bibliothèque, l'argenterie, tu as vendu ça, ne sois pas dramatique maman, a-t-il claqué, la décontraction s'évaporant, c'est juste du matériel, de vieilles antiquités poussiéreuses dont personne ne se soucie, on a eu un prix de gros avec un liquidateur de succession, on devait faire vite, ai-je demandé en regardant l'endroit vide sur le mur où une peinture de la côte normande était accrochée. Où êtes-vous ? On est à Bora Bora, a-t-il dit,
et la fierté dans sa voix était nauséabonde. Inès a été tellement stressée dernièrement avec le lancement de sa marque qui stagnait, elle avait besoin d'un reset. Elle a toujours rêvé de séjourner dans un de ces bungalows sur pilotis, elle mérite sa maman, on mérite ça. Les mots restaient suspendus dans l'air vide du couloir. Inès, la coach de vie de 26 ans qui n'avait jamais gardé un emploi stable, qui traitait ma maison comme un hôtel et qui levait les yeux au ciel quand je parlais de mon chagrin pour Antoine, méritait des vacances à 50 000 € financées par la liquidation de ma vie. Maxime, ai-je dit, ma voix tremblant d'un mélange de rage et d'une tristesse si profonde qu'elle ressemblait à une noyade. Tu m'as volé, tu as vidé le coffre, tu as mis ma maison à nu pour payer des vacances, on l'emprunte, a hurlé Maxime par-dessus le vent. Mon Dieu, pourquoi tu dois rendre tout si lourd? On va te rembourser une fois que la chaîne YouTube d'Inès aura décollé, on investit dans notre santé mentale, la famille soutient la famille, non? Tu es seul dans ce grand mausolée de toute façon, tu n'as pas besoin de 12 chaises de salle à manger, tu manges ton yaourt au-dessus de l'évier, je suis ta mère, ai-je dit, les larmes débordant enfin, c'étaient mes souvenirs, ce sont des objets matériels maman, détache-toi, a crié Inès en arrière-plan, dis-lui d'arrêter de plomber l'ambiance bébé. Maxime a soupiré, un son d'agacement suprême. Écoute, le bateau part pour l'île privée, on sera de retour dans 2 semaines, ne fais rien de dingue, détends-toi, on t'aime, et il a raccroché, la ligne est devenue morte, je suis restée debout au centre de mon salon vide, le téléphone serré dans ma main comme une ligne de vie qui avait été coupée, je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté le téléphone. Je suis restée là alors que le soleil du matin commençait à entrer par la fenêtre, illuminant les grains de poussière dansant dans l'espace où ma vie se trouvait autrefois. J'ai senti quelque chose se briser en moi, ce n'était pas une rupture nette, c'était un fracas, mais alors que les minutes s'écoulaient dans le silence, les éclats ont commencé à se réorganiser, la mère douce et accommodante qui cuisinait le bœuf bourguignon le dimanche et lavait le linge délicat d'Inès parce que la machine est trop compliquée est morte à ce moment-là. Je m'appelle Madeleine de Saint-Phal, j'ai 64 ans, je suis architecte à la retraite, j'ai passé 40 ans à concevoir des structures capables de résister aux ouragans et aux ravages du temps, j'ai construit des tours à la Défense et des ponts à Bordeaux, j'ai une colonne vertébrale en acier que j'avais laissé rouiller ces 2 dernières années en cédant tout à mon fils, mais la rouille peut être décapée, j'ai regardé autour de la coquille vide de la maison qu'Antoine et moi avions construite et j'ai souri. C'était un sourire froid et terrifiant qui n'atteignait pas mes yeux. Maxime et Inès voulaient des vacances, très bien, mais à leur retour, ils trouveraient que les fondations de leur vie avaient été démolies, ils voulaient jouer avec la propriété, ils allait apprendre que l'architecte détient les plans et j'étais sur le point de redessiner toute leur réalité. Pour comprendre l'ampleur de ma décision, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé il y a 2 ans, Maxime a toujours été un vagabond, un rêveur comme Antoine l'appelait avec un soupir. Il avait 34 ans, beau, charmant et totalement incapable de finir quoi que ce soit. Il avait essayé la fac de droit, l'école hôtelière, un passage dans l'immobilier et une tentative ratée de trading. Puis il a rencontré Inès, elle était belle d'une manière manufacturée, tout en injections et filtres, avec un vocabulaire composé entièrement de jargon thérapeutique utilisé pour justifier l'égoïsme. Ils se sont présentés à ma porte un mardi pluvieux, tout comme les clichés des mauvais romans, ils avaient été expulsés de leur loft branché dans le marais parce que l'investissement crypto de Maxime s'était effondré, juste pour quelques semaines maman avait implorait Maxime en me regardant avec ses yeux noisettes qui ressemblaient tant à ceux de son père, juste le temps qu'on se remette sur pied. J'étais seule, Antoine était parti depuis 5 ans et le silence de la maison était parfois assourdissant. Je les ai accueillis, je voulais être la mère de soutien, je voulais croire en eux, mais les quelques semaines se sont transformées en mois, les limites se sont érodées lentement. D'abord c'était de petites choses, Inès changeant le thermostat sans demander, Maxime laissant sa vaisselle sale dans l'évier pendant des jours. Puis ça a escaladé, Inès a commencé à organiser des cercles de conscience dans mon salon, exigeant que je reste dans ma chambre pour ne pas perturber le flux d'énergie. Je payais les courses, tout bio, tout importé, parce qu'ils prétendaient être fauchés alors que des colis des Galeries Lafayette et de Sephora arrivaient quotidiennement. Je payais la facture d'électricité qui avait triplé, je payais la mise à niveau de la fibre optique dont Maxime avait besoin pour sa carrière de gamer. Je suis devenue un fantôme dans ma propre maison, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas déranger leur sommeil de fin de matinée. Je le justifiais, c'est mon fils, il galère, l'économie est dure, mais il y a 6 mois j'ai trouvé le carnet. Je nettoyais la salle de bain des invités parce qu'Inès refusait de toucher une brosse de toilette et j'ai trouvé un journal relié en cuir caché derrière les serviettes. Il était
Étiqueté le tableau de vision, je n'aurais pas dû l'ouvrir mais je l'ai fait, les entrées étaient datées et détaillées. 14 juillet, la vieille est encore en trop bonne santé, c'est chiant, on a besoin de la maison. 2 août, convaincu Maxime de demander de l'argent pour la mise à jour du serveur, on l'a utilisé pour le voyage à Ibiza, elle ne s'est doutée de rien, elle est si désespérée qu'il l'aime. 10 septembre, plan B, on doit lui faire signer l'acte de propriété, peut-être qu'on peut la convaincre qu'elle devient sénile, la manipuler un peu, si on vend cet endroit on peut déménager à Los Angeles et vivre correctement. J'avais lu ces mots et j'avais eu la nausée, j'avais remis le journal, j'étais entrée dans le déni. Non, pensais-je, Inès a écrit ça, pas Maxime, Maxime même, mais j'ai commencé à remarquer des choses, la façon dont Maxime me regardait quand j'oubliais où j'avais mis mes clés, un regard de pitié calculé, la façon dont il chuchotait quand j'entrais dans la pièce. Je vivais avec des vipères prétendant être des couleuvres et maintenant la morsure était enfin arrivée, je me suis secouée de ce souvenir, j'étais debout dans le salon vide, j'ai regardé le calendrier sur mon téléphone, il serait de retour dans 14 jours, 2 semaines, c'était largement suffisant, je ne suis pas allée travailler ce jour-là, je suis allée à la banque, je suis entrée dans l'agence BNP où j'étais cliente depuis 40 ans, je me suis assise avec le directeur monsieur Martin. Madeleine, ça va, a-t-il demandé en voyant mon visage pâle, je dois faire des changements Robert, ai-je dit, je dois fermer le compte joint que j'ai avec Maxime immédiatement et je dois ouvrir un nouveau compte uniquement à mon nom, dans une autre banque bien sûr, il a semblé inquiet, tout va bien. Je reprends le contrôle de mes actifs, ai-je dit, j'ai tout transféré, mon épargne, mes distributions de retraite, l'argent de l'assurance vie d'Antoine, chaque centime a été déplacé, j'ai laissé le compte joint avec un solde de 0. Ensuite je suis allée au cabinet de mon avocate, Maître Solène Durand était un requin en tailleur Chanel et elle avait géré la succession d'Antoine. Madeleine, a-t-elle dit, sa voix grave après que je lui ai expliqué la situation et montré les photos de la maison vide, c'est un vol qualifié, c'est de l'abus de faiblesse, on peut porter plainte, on peut les faire arrêter dès leur descente d'avion à Roissy. Non, ai-je dit en regardant le paysage urbain par la fenêtre de son bureau, je ne veux pas qu'il soit arrêté, c'est trop facile. Il jouerait les victimes, il dirait que je suis une vieille femme aigrie, je veux qu'ils comprennent ce que signifie n'avoir rien, je veux les expulser légalement et définitivement, je veux une ordonnance restrictive et je veux m'assurer qu'ils ne pourront jamais, au grand jamais, toucher à cette propriété à nouveau. On peut faire ça, a dit Solène avec une lueur dans les yeux, je vais rédiger les papiers, on les leur signifiera à la seconde où ils arrivent, je vais aussi rédiger un nouveau testament déshéritant Maxime complètement, laissant tout au fond de bourse d'études en architecture que tu as lancé au nom d'Antoine. Fais-le, ai-je dit. Jour 3, j'ai engagé un entrepreneur et un serrurier. Le serrurier était un homme costaud nommé Michel qui a regardé la maison vide avec des yeux tristes. Vous vous êtes fait cambrioler madame, par la famille, et je dis, il n'a rien demandé d'autre, il a changé toutes les serrures, la porte d'entrée, la porte arrière, le garage, même les fenêtres. Il a installé des verrous électroniques de haute sécurité qui ne pouvaient être ouverts qu'avec un code ou mon empreinte digitale. L'entrepreneur a installé un nouveau système de sécurité avec des caméras couvrant chaque angle de la propriété, diffusant directement sur mon téléphone et le cloud. Je voulais que tout soit enregistré. Jour 4, je suis allé au garage. Ils n'avaient pas pris les affaires là-dedans, c'était plein de leurs fouillis, des cartons de vêtements de fast fashion d'Inès, le vieux matériel tech de Maxime, leur stock pour des entreprises ratées, des manteaux d'hiver, du matériel de ski, les clubs de golf coûteux de Maxime. J'ai fixé tout ça. J'aurais pu tout jeter mais cela aurait été mesquin, je voulais être précise, j'ai acheté 50 cartons de déménagement renforcés, j'ai passé 3 jours à emballer leur vie, j'ai plié les vêtements d'Inès avec une précision militaire, j'ai emballé les consoles de jeux de Maxime dans du papier bulle, j'ai tout étiqueté chaussures d'Inès, échec de Maxime, j'ai empilé les cartons dans le garage, un mur de carton atteignant le plafond, c'était une installation artistique de leur égoïsme. Jour 8, je suis allé faire du shopping, je n'ai pas essayé de remplacer les antiquités, on ne peut pas remplacer l'histoire, à la place j'ai acheté un seul fauteuil confortable de style milieu du siècle pour le salon, j'ai acheté une petite table élégante pour la cuisine, j'ai acheté une machine à expresso haut de gamme juste pour moi, j'ai acheté une nouvelle literie, des draps blancs impeccables qui sentaient la lavande, je reconquérais mon espace, je frottais leur odeur hors des murs. Jour 12, j'ai visité le refuge pour femmes locales, j'ai donné le reste des conserves et de la nourriture qu'ils avaient laissé dans le garde-manger, j'ai engagé une équipe de nettoyage
Professionnels, ils ont récuré la maison pendant 10 heures, ils ont lavé les murs où Inès avait accroché des posters de son tableau de vision avec de la pâte collante, ils ont nettoyé les tapis de la chambre d'amis à la vapeur pour enlever l'odeur écœurante de la cigarette électronique à la vanille d'Inès. Quand ils ont fini, la maison sentait le citron et la sauge, elle sentait la liberté. Jour 14, le jour du retour, c'était un mardi soir pluvieux reflétant le jour où ils étaient arrivés 2 ans plus tôt. Je me suis assise dans mon unique nouveau fauteuil face à la porte d'entrée, la maison était silencieuse mais maintenant c'était un silence que je contrôlais, c'était propre, c'était à moi, mon téléphone a vibré, mouvement détecté au portail, j'ai ouvert l'application, un Uber van s'est égaré, Maxime et Inès sont sortis, ils avaient l'air bronzés, dorés et totalement déplacés dans la bruine grise de la région parisienne, ils riaient en traînant des valises Louis Vuitton dont je savais qu'elles avaient été achetées avec l'argent d'US. Hervis à thé en argent de ma grand-mère, je les ai regardés remonter l'allée, j'ai entendu le tintement familier des clés de Maxime, il a glissé la clé dans la serrure, elle n'a pas tourné, il l'a secouée, c'est quoi ce bordel, je l'ai entendu marmonner, il a réessayé plus fort, maman a probablement verrouillé le pen dormant, a dit Inès, sa voix perçante, sonne, la sonnette a retenti, je n'ai pas bougé, j'ai pris une gorgée de ma tisane, la sonnette a retenti à nouveau puis les coups ont commencé. Maman ouvre. C'est nous, a crié Maxime, je me suis levée, j'ai lissé ma jupe et j'ai marché vers la porte, je ne l'ai pas ouverte, j'ai parlé à travers le système d'interphone intégré de la nouvelle caméra de sonnette. Partez, maman, il avait l'air confus, cherchant d'où venait la voix, arrête de jouer, on gèle ici, ouvre la porte, vous n'habitez plus ici, ai-je dit calmement, ma voix amplifiée par le haut-parleur, de quoi tu parles, a hurlé Inès en s'approchant de la caméra, ouvre-la. Porte Madeleine, je dois aller aux toilettes, on voyage depuis 20 heures, ce ne sont pas des toilettes publiques, ai-je dit, et ce n'est pas votre maison, maman sérieusement, ouvre la porte ou je casse une fenêtre, a menacé Maxime, son visage se tordant en un masque de sentiment de droit du que j'avais trop souvent vu, tu casses une fenêtre, ai-je dit, et la police sera là dans 3 minutes, vous êtes en violation de propriété, la mâchoire de Maxime est tombée, violation ? C'est ma maison, j'ai grandi ici. Vérifie l'acte Maxime, c'est ma maison, la maison que vous avez cambriolée, on ne t'a pas cambriolée, a crié Inès, on a emprunté, on allait te rembourser, mon Dieu tu es tellement toxique, avec quoi, ai-je demandé froidement, ta start-up ratée ? Ton tableau de vision, Inès a blêmi sous son bronzage, tu as vu ça, j'ai tout vu, ai-je dit, la vieille femme, le plan de manipulation, le sentiment que tout vous est dû. Tout est imprimé et se trouve chez mon avocate avec les reçus des virements que vous avez faits depuis mon compte et l'inventaire des objets que vous avez volés. Maxime a regardé Inès, la trahison vacillant dans ses yeux pendant une brève seconde avant qu'il ne se retourne vers la porte. Tu as fouillé dans nos affaires, concentre-toi Maxime, ai-je claqué, tu as vendu le piano de ton père, tu as vendu la table où tu as mangé ton gâteau d'anniversaire pendant 20 ans, tu as dépouillé cette maison pour acheter un bronzage, maintenant tu peux vivre avec, où sommes-nous censés aller ? La voix de Maxime s'est brisée, il ressemblait à nouveau à un enfant mais je voyais l'homme qui m'avait abandonné, je ne sais pas, ai-je dit, peut-être que tu peux manifester une chambre d'hôtel, no. Affaire, a hurlé Inès, tous mes vêtements sont là-dedans, mon ordinateur, le merch de ma marque, vos effets personnels sont dans le garage, ai-je dit, je les ai emballés moi-même, le code du garage est 1 2 3 4. Vous avez 1 heure pour les enlever avant que j'appelle un service de débarras pour les emmener à la décharge. Maman tu ne peux pas faire ça, a imploré Maxime, les larmes se mélangeant à la pluie sur son visage, il a pressé sa main contre la vitre de la fenêtre latérale. Essayant de me voir, je suis ton fils unique, j'ai regardé sa main, la main que j'avais tenue quand il était bébé, la main que j'avais tenue quand il s'était cassé le bras en CE2, oui, ai-je dit, et ma voix a finalement tremblé juste un peu. Tu es mon fils et c'est pour ça que je dois faire ça, parce que si je te laisse entrer, si je pardonne ça, tu ne seras jamais un homme, tu seras un parasite jusqu'au jour de ma mort, je t'aime trop pour te laisser rester un voleur. J'ai éteint l'interphone, je me suis éloignée de la porte, je les ai écoutés crier, j'ai écouté Inès me maudire, me traitant de sorcière, de vieille peau, de veuve aigrie, j'ai écouté Maxime frapper sur le bois jusqu'à ce que ses poings soient probablement meurtris, puis je les ai entendus se traîner vers le garage. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, j'ai regardé sur le moniteur de sécurité alors qu'ils traînaient carton après carton sous la pluie, se battant l'un contre l'autre, leur
Bronzage de Bora Bora se lavant sous l'averse parisienne, ils ne pouvaient pas tout faire entrer dans le Uber, ils ont dû laisser la moitié des cartons dans l'allée. J'ai regardé Inès hurler sur Maxime en lui jetant une boîte de chaussures. J'ai regardé la façade de leur relation d'influenceur parfait s'effondrer sous le poids de la réalité. Un deuxième Uber est finalement arrivé, ils ont chargé les cartons trempés dans les coffres en se criant dessus tout le temps, quand les feux arrière ont disparu au coin de la rue ne laissant que le pavé mouillé et le silence. Je me suis enfin assise, j'ai versé le reste de mon thé dans l'évier, je suis montée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et pour la première fois en 2 semaines j'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu bien avant aujourd'hui, j'ai pleuré pour les souvenirs qui avaient été vendus à des étrangers, mais j'ai aussi senti une étrange nouvelle sensation monter dans ma poitrine, c'était le sentiment d'espace, le sentiment qu'un fardeau avait été levé, les retombées ont été laides comme je savais qu'elles le seraient. Inès a posté une longue vidéo larmoyante sur TikTok intitulée « Ma belle-mère toxique m'a mise à la rue », elle pleurait sans larmes, prétendant que je les avais jetés à la rue sans raison, que j'étais jalouse de leur bonheur. Ça a eu quelques milliers de likes jusqu'à ce que ma nièce Chloé, qui avait toujours vu clair dans le jeu d'Inès, poste les photos de la maison désossée. Et le rapport de police que j'avais déposé pour documentation. Internet est un endroit cruel mais il déteste un voleur qui vole une veuve encore plus qu'il n'aime une victime. Les commentaires se sont retournés contre Inès du jour au lendemain, elle a supprimé son compte 3 jours plus tard. Maxime a essayé de m'appeler pendant des semaines, il a envoyé des SMS allant des excuses aux menaces en passant par la mendicité. Maman je dors sur le canapé d'un pote, maman je n'ai pas mangé. Maman tu gâches ma vie, j'ai bloqué son numéro. C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Chaque fois que mon pouce planait sur le bouton débloquer, je regardais l'endroit vide où se trouvait le piano et je me souvenais du silence de ce matin-là. J'ai tenu bon. Je devais être le rocher qui brise la vague, pas le sable qui bouge avec elle. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Ce n'était pas de Maxime, c'était d'une femme nommée Manon, la sœur d'Inès, chère Madame de Saint-Phal. Disait-elle, je voulais m'excuser pour ma sœur, elle ne va pas bien. Elle et Maxime ont rompu 2 semaines après que vous les ayez mis dehors, c'était une rupture moche, la police a été impliquée, Maxime vit dans un studio à Saint-Denis maintenant, il travaille dans un entrepôt, je l'ai vu l'autre jour, il a l'air fatigué, vraiment fatigué, mais il m'a dit de vous dire qu'il est désolé, il a dit qu'il économise, il sait qu'il ne peut pas racheter le piano mais il a dit qu'il économise pour un clavier. J'ai mis la lettre dans un tiroir, je n'ai pas appelé Maxime, pas encore, il avait besoin d'apprendre que « désolé » ne répare pas une assiette cassée et ça ne remplit certainement pas une maison vide, il avait besoin de suer, il avait besoin de travailler, il avait besoin de comprendre la valeur d'un euro et le poids d'une trahison, il avait besoin de devenir l'homme qu'Antoine croyait qu'il pouvait être, pas l'homme que je lui avais permis de rester. Une année s'est écoulée depuis le jour où la maison était vide, elle n'est plus vide, je n'ai pas racheté d'antiquité, j'ai transformé la salle à manger en atelier de dessin, quelque chose que j'avais toujours voulu mais pour lequel je n'avais jamais eu de place. J'ai acheté un piano à queue moderne, pas un Steinway mais un Yamaha avec un son clair et brillant. J'ai recommencé à prendre des leçons, mes doigts sont raides mais la musique remplit la maison, j'ai rejoint un club de randonnée, j'ai commencé à faire du consulting pour un cabinet à Paris, encadrant de jeunes architectes. Ma vie est pleine mais c'est une plénitude différente, c'est une plénitude que j'ai choisie, pas une qui m'a été imposée. La semaine dernière j'étais assise sur ma terrasse en buvant un expresso de ma nouvelle machine quand un camion de livraison s'est garé. Le chauffeur a déchargé un petit paquet plat, j'ai signé, confuse, je l'ai ouvert dans la cuisine, c'était une photo encadrée, c'était une vieille photo d'Antoine, Maxime et moi à la plage, une que je pensais avoir été perdue dans la liquidation, elle était fissurée et le cadre était bon marché, acheté dans une grande surface, il y avait un mot scotché au dos, j'ai trouvé ça dans un des cartons, je suis désolée. Maman, je travaille 2 jobs, je vais à l'école de cuisine le soir pour de vrai cette fois, papa me manque, tu me manques, Maxime, je ne l'ai pas appelé mais je n'ai pas renvoyé la photo non plus, je l'ai placée sur le manteau de la cheminée, je l'ai regardé, regardant le visage souriant de mon fils de 7 ans et j'ai senti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil d'été, c'était de l'espoir, fragile, hésitant mais réel. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un de tout votre cœur pour qu'il le vende pour un frisson bon marché? Avez-vous déjà dû briser votre propre cœur pour sauver votre dignité? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je veux les lire. Parfois les gens que nous aimons sont ceux qui tiennent le couteau et parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de les poignarder en retour mais simplement de fermer la porte, changer les serrures et attendre qu'ils frappent.
Non pas comme un mendiant mais comme un homme, le silence dans ma maison n'est plus prédateur, il est paisible, c'est le son d'une femme qui a enfin appris qu'elle se suffit à elle-même et dans ce silence, je joue enfin ma propre mélodie.